Ducati Panigale V4R de World SBK peut coûter plus de 100 000 € préparé pour courir. Et pourtant, une MotoGP peut lui faire perdre plus de 2 secondes par tour en utilisant moins d'essence, moins de poids et en freinant presque 40 mètres plus tard. Et voici l'absurde. De l'extérieur, elle semble presque être la même moto. Les deux ont des ailerons. Les deux frôlent les 300 km/h. Les deux utilisent des pneus slick. Et les deux ont des pilotes complètement fous dessus. Mais l'une est conçue pour gagner des courses. Et l'autre est conçue pour briser les lois de la physique. Parce qu'une superbike naît dans un concessionnaire. Et une MotoGP naît dans un laboratoire. Et cela change absolument tout. Le moteur, l'électronique, les pneus, la façon de freiner, la manière de tourner et même la façon dont le pilote ressent la peur. En fait, plusieurs pilotes qui ont essayé les deux catégories disent la même chose. Une superbike se conduit, mais une MotoGP se survit. Avant de commencer, commente une seule mot, ProTwip ou production. Voyons qui domine vraiment parmi les fans des deux roues. L'erreur la plus courante lors de la comparaison de ces deux catégories est de supposer que le World SBK est simplement le MotoGP avec le volume réduit. Moins cher, un peu plus lent, mais essentiellement la même chose. Cette idée est incorrecte à presque tous les niveaux techniques qui comptent. Une MotoGP est un prototype pur. Il n'existe pas de version de route. Vous ne pouvez pas l'acheter chez un concessionnaire, vous ne pouvez pas l'immatriculer et beaucoup des pièces qu'elle contient ne sont même pas autorisées en dehors de la compétition. Le châssis, le moteur, l'aérodynamique, l'électronique, tout est conçu exclusivement pour aller vite sur circuit, sans aucun compromis sur les normes d'émission, de bruit, de durabilité pour un usage quotidien ou de coût de fabrication orienté vers le consommateur. Lorsque Ducati construit une Desmo CDC GP, le seul client est l'équipe de course. La seule mesure qui compte est le temps autour. Une superbike part d'un principe complètement différent. La BMW M1000RR qui court en World SBK partage une architecture avec la M1000RR que vous pouvez acheter avec votre argent. La Kawasaki ZX-10RR que Jonathan Rea a utilisée pour gagner 6 championnats consécutifs est une dérivée directe de la moto que Kawasaki vend dans ses concessionnaires à travers le monde. Le règlement de World SBK exige que les motos conservent le bloc moteur de production, le châssis de base avec sa géométrie d'origine et une série de composants qui doivent pouvoir être homologués pour un usage sur route. Les modifications sont autorisées et sont étendues, mais dans un cadre qui préserve l'identité de la moto de production. Cela a des conséquences techniques profondes qui vont bien au-delà du prix ou de la vitesse de pointe. En MotoGP, Ducati peut concevoir un châssis complètement différent pour Pecco Bagnaia et pour Marc Marquez si leur style de pilotage nécessite des géométries différentes. Ils peuvent changer la position du moteur à l'intérieur du châssis en millimètres pour altérer la répartition du poids. Ils peuvent redessiner le bras oscillant arrière si les données de télémétrie suggèrent qu'il y a une rigidité torsionnelle qui ne leur plaît pas. La moto est une toile blanche qui se remplit à nouveau à chaque cycle de développement. En World SBK, l'équipe Aruba Ducati doit travailler avec l'architecture du châssis de la Panigale V4R comme point de départ obligatoire. Ils peuvent modifier la suspension, ajouter de l'aérodynamique dans les limites du règlement et travailler l'électronique de manière très sophistiquée. Mais ils ne peuvent pas changer l'emplacement du moteur dans le châssis car cela est déjà déterminé par le design de production. C'est une différence qui semble subtile jusqu'à ce que vous compreniez ce que cela signifie pour la dynamique de la moto. Le centre de gravité, la répartition des masses et la réponse en courbe sont partiellement prédéterminés par des décisions prises par les ingénieurs de production en pensant à une moto de route et non à un prototype de course. La comparaison la plus honnête n'est pas MotoGP contre World SBK. C'est un chasseur de combat conçu exclusivement pour une mission spécifique contre une supercar de route modifiée jusqu'à la limite de ce que permet la loi. Les deux sont extraordinaires. Les deux sont rapides au-delà de ce que n'importe quelle personne normale pourrait gérer. Mais ils ont été conçus avec des philosophies d'ingénierie si distinctes que les comparer par vitesse de pointe revient à comparer un sous-marin avec un yacht de luxe parce que les deux flottent. Et il y a un élément concret où cette différence philosophique est plus visible que dans tout autre domaine, l'aérodynamique. Parce que si quelque chose a redéfini l'écart entre les deux catégories au cours des 10 dernières années, ce sont les ailes. Il y a 10 ans, les ailerons en MotoGP étaient une rareté qui suscitait des débats. Ducati les a introduits en 2015, les rivaux ont protesté et la FIM a mis du temps à décider quoi en faire. De nombreux fans les considéraient comme un caprice esthétique sans effet réel. Aujourd'hui, l'aérodynamique n'est pas un complément de la MotoGP.
C'est l'une de ses variables définitoires et la distance qu'elle crée par rapport à World SBK est énorme. Pour comprendre pourquoi les ailes sont si importantes en MotoGP et si limitées en World SBK, il faut commencer par le problème qu'elles résolvent. Une MotoGP moderne produit environ 300 chevaux dans un ensemble pesant environ 157 kg, pilote inclus. Ce rapport puissance-poids est si extrême que lorsque le pilote ouvre complètement les gaz en sortant d'un virage, la roue avant a une tendance naturelle à se soulever. Un wheelie incontrôlé n'est pas seulement spectaculaire, c'est du temps perdu, car une moto qui a la roue en l'air ne peut pas changer de direction, et l'électronique doit réduire la puissance pour la ramener au sol, ce qui gaspille exactement l'énergie que le pilote essaie d'utiliser. Les ailes résolvent ce problème en générant une charge aérodynamique descendante sur le train avant. À 200 km/h, le package aérodynamique d'une MotoGP moderne peut générer entre 40 et 50 kg de force descendante supplémentaire sur la roue avant. À 300 km/h, ce chiffre approche ou dépasse les 80 kg. Pour mettre cela en perspective, c'est comme si un passager était assis sur le nez de la moto, apparaissant magiquement lors des moments de haute vitesse et disparaissant dans les virages lents où son poids serait un inconvénient. La conséquence sur la conduite est radicale. Les pilotes de MotoGP peuvent ouvrir les gaz plus tôt, avec plus d'agressivité et sans attendre que la moto soit complètement en position verticale, car la charge aérodynamique travaille avec l'électronique pour maintenir la roue avant en contact avec l'asphalte. Cela se traduit par des gains de temps autour que les ingénieurs mesurent en dixièmes de seconde dans chaque virage où cela s'applique. Multiplié par les 20 ou 25 virages d'un circuit typique, l'impact cumulé est énorme. Dans le World SBK, l'aérodynamique existe mais dans des limites beaucoup plus étroites. Le règlement permet d'ajouter des appendices aérodynamiques, mais la surface et la complexité de ces éléments sont beaucoup plus restreintes que dans MotoGP. De plus, et c'est important, les motos de production n'ont pas été conçues dès le départ pour intégrer des systèmes aérodynamiques sophistiqués. Le carénage d'une Panigale V4 air de route n'a pas les canaux internes, les bifurcations de flux et les surfaces de haute pression qui caractérisent les aérodynamiques d'une Desmos Edici. Ajouter de l'aérodynamique à une superbike est toujours une adaptation. Dans une MotoGP, l'aérodynamique fait partie de la conception depuis le premier millimètre du premier croquis. Il y a une conséquence de cela qui change complètement le spectacle visuel des deux catégories et que les fans ressentent avant de l'appréhender intellectuellement. Une superbike sur piste se déplace plus. Elle se tord davantage lors des freinages. Elle fait plus de dérapages visibles lors des accélérations. Elle semble plus vivante, plus instable, plus au bord du chaos. Et c'est exactement ce qu'elle est, car sans la charge aérodynamique supplémentaire d'une MotoGP, le pilote de World SBK doit gérer cette énergie de manière plus physique, plus manuelle, avec le corps et avec le poignet droit, d'une manière que la technologie a déjà partiellement absorbée en MotoGP. C'est pourquoi de nombreux fans disent que le World SBK semble plus humain. Ce n'est pas une illusion, c'est de la physique réelle. La Superbike exige plus du pilote sur certains aspects car elle a moins d'aide technique. Et cette demande visible rend la conduite plus héroïque, plus exposée, plus connectée à la lutte contre la physique. Mais là où l'aérodynamique change le plus radicalement le caractère de la MotoGP par rapport aux Superbikes, ce n'est pas dans l'accélération, c'est dans le freinage. Une MotoGP moderne produit autant de puissance par kilogramme de poids qu'il serait pratiquement impossible de compléter un tour entier sans tomber sans une électronique sophistiquée. Ce n'est pas une hyperbole, c'est une description technique de ce qui se passerait si tu retirais tous les systèmes d'assistance d'une Desmos Edici et que tu donnais le contrôle complet à un pilote, même si ce pilote était Marc Marquez. Avec plus de 300 chevaux pour 157 kg, le rapport puissance-poids d'une MotoGP dépasse celui de la plupart des voitures de Formule 1 des années 90. La différence est qu'une voiture de F1 a 4 roues, un centre de gravité bas et une empreinte au sol répartie qui lui confère une stabilité intrinsèque qu'une moto à 2 roues ne peut jamais avoir. Une MotoGP se maintient debout parce qu'elle va vite et parce que le pilote applique constamment des micro-corrections que son corps a apprises au cours d'années d'entraînement. Mais même le pilote le plus talentueux du monde ne peut pas traiter à vitesse humaine toutes les variables qui influencent le comportement de la moto à chaque instant. C'est pourquoi l'électronique d'une MotoGP n'est pas un accessoire. C'est le système qui permet à la moto de fonctionner dans des marges que le pilote peut exploiter. Les capteurs surveillent en continu la vitesse de rotation des 2 roues pour détecter la perte de traction avant qu'elle ne soit visible.
Ils mesurent l'angle d'inclinaison de la moto en temps réel pour ajuster les limites d'intervention des différents systèmes. Ils enregistrent la position de l'accélérateur, la pression sur les freins, la vitesse du vent relatif, la compression de chaque amortisseur et le comportement de chaque point du châssis où un capteur est installé. Tout cela est traité à une fréquence d'environ 200 cycles par seconde, ce qui signifie que le système électronique prend des décisions d'ajustement environ 200 fois chaque seconde que la moto est en marche. Le contrôle de traction dans une MotoGP moderne ne fonctionne pas simplement en coupant la puissance lorsque la roue arrière patine. Il fonctionne de manière prédictive, anticipant la perte de traction avant qu'elle ne se produise et ajustant la cartographie de puissance de manière à ce que le moteur délivre exactement l'énergie que le pneu peut absorber à ce moment-là, à cet angle d'inclinaison, à cette vitesse. C'est la différence entre un système de freinage d'urgence qui agit lorsque quelque chose de mauvais s'est déjà produit et un copilote invisible qui lit la route avant le conducteur et ajuste la vitesse à l'avance. Dans le World SBK, l'électronique est également sophistiquée et essentielle, mais le règlement impose des limitations plus strictes sur les systèmes autorisés et leur fonctionnement. Le contrôle de traction existe, le contrôle de wheelie existe, l'ABS existe, mais le niveau d'intégration entre tous ces systèmes et la capacité du logiciel à anticiper les situations est plus limité que dans la MotoGP, et cela, encore une fois, transfère une partie du travail au pilote. Ce que fait Toprak Razgatlioglu en World SBK est le meilleur exemple possible de cela. Le pilote turc a développé un style où il compense une partie de ce que l'électronique ne peut pas faire par une gestion corporelle pure. Des freinages tardifs avec le corps complètement déplacé vers l'intérieur, des corrections de dérapage qui semblent improvisées mais qui sont le résultat de milliers d'heures d'entraînement. Une relation avec la moto qui semble plus instinctive que technique car une partie de l'information en MotoGP provient de systèmes numériques, tandis qu'en World SBK, elle vient des sensations que le pilote traite à travers les mains, les pieds et le siège. Lorsque Razgatlioglu a essayé une MotoGP pour la première fois, ses commentaires étaient révélateurs. La moto était plus rapide dans tous les domaines, mais la marge pour corriger les erreurs était radicalement plus étroite. En World SBK, tu peux encore te battre avec la moto lorsque tu entres mal dans un virage. Il y a un moment de négociation, d'ajustement, où le pilote peut récupérer une situation qui a commencé à lui échapper. En MotoGP, si vous entrez trop vite dans un virage rapide, la moto ne négocie pas. La physique prend le contrôle et le pilote passe de la conduite à la survie en quelques fractions de secondes. L'électronique de MotoGP permet d'explorer des limites qui seraient autrement mortelles. Mais cela signifie aussi que lorsque la moto sort de ses limites, elle le fait avec beaucoup plus de violence, car les systèmes sont conçus pour fonctionner exactement sur le bord et n'ont pas la marge de sécurité qu'a une superbike qui a été conçue, à un moment de son histoire, pour être également conduite sur la route. Les freins d'une MotoGP sont l'un des systèmes les plus extrêmes de toute l'ingénierie automobile et aussi l'un des moins compris par le public. Car contrairement au moteur qui est invisible ou à l'électronique qui est abstraite, les freins produisent des images spectaculaires, disques incandescents, étincelles sur l'asphalte, pilotes qui semblent s'enfoncer dans le sol à des vitesses impossibles. Mais derrière ces images se cache une ingénierie qui présente des caractéristiques véritablement contre-intuitives. Les disques en carbone d'une MotoGP commencent à fonctionner correctement au-dessus de 300 degrés Celsius. En dessous de cette température, le matériau en carbone ne génère pas le coefficient de friction nécessaire pour le freinage extrême. Cela signifie qu'une MotoGP, lors d'un tour de sortie lent, avant que les freins aient atteint leur température de fonctionnement, freine moins bien qu'une superbike avec des disques en acier conventionnel. Les pilotes le savent et le gèrent. Les premiers virages de la course incluent toujours des freinages délibérément plus conservateurs pendant que les disques montent en température. La paradoxe est que la technologie la plus avancée nécessite des conditions d'utilisation plus spécifiques et plus extrêmes pour fonctionner correctement. À température de fonctionnement, qui lors d'un freinage agressif à partir de 350 km/h peut dépasser 900 degrés au point de contact entre la plaquette et le disque, la performance est absolument différente de tout autre système de frein dans le monde du moteur. La distance de freinage d'une MotoGP depuis 300 km/h jusqu'à zéro est d'environ 40 mètres inférieure à celle d'une superbike équipée de freins conventionnels haut de gamme. À Mugello, où les vitesses de pointe dépassent les 350 km/h avant la première chicane, cela se traduit par le fait que le pilote de MotoGP peut freiner presque 3 dixièmes de seconde plus tard qu'un pilote de World SBK au même point. 3 dixièmes sur un seul freinage, multiplié par les freinages forts de la course, s'additionnent à des
différences de temps qui rendent presque incomparable la performance des deux catégories. Mais le coût physique pour le pilote est énorme et est rarement discuté avec suffisamment de détails. Lors d'un freinage extrême à grande vitesse, le pilote de MotoGP subit plus de 1,5 G de décélération. Cela signifie qu'à cet instant, le système musculo-squelettique du pilote doit résister à une force équivalente à 1,5 fois son propre poids agissant dans la direction opposée au mouvement. Les bras doivent absorber une tension qui, lors d'une course de 25 tours, peut devenir l'une des principales causes de fatigue physique. Le cou travaille contre cette même force en essayant de maintenir la tête en position. La respiration est partiellement interrompue lors des freinages les plus forts, car la poitrine est comprimée par la force que les bras exercent sur le guidon. C'est pourquoi les pilotes de MotoGP effectuent un travail physique intensif qui est complètement invisible à la télévision. Valentino Rossi a parlé dans plusieurs interviews de la façon dont son programme d'entraînement au cours des dernières années de sa carrière se concentrait de plus en plus sur la préparation du cou et des avant-bras spécifiquement pour résister aux forces de freinage. Marc Marquez a documenté dans de multiples interviews les épisodes de pump d'avant-bras qu'il a subis lors de longues courses, un phénomène où le muscle de l'avant-bras se fatigue tellement qu'il cesse de répondre correctement, ce qui peut être directement dangereux sur une moto de course. En World SBK, les disques en acier inoxydable fonctionnent à des plages de température très différentes, environ entre 200 et 600 degrés dans des conditions d'utilisation intense. Ils sont plus durables, plus progressifs dans leur réponse et moins chers à fabriquer et à remplacer. Le comportement est plus linéaire. Plus tu appliques de force sur le levier, plus la moto freine, avec une relation prévisible que les pilotes apprennent rapidement. Les disques en carbone de MotoGP ont une réponse qui nécessite beaucoup plus de calibration car le coefficient de friction varie avec la température d'une manière que le pilote doit apprendre à anticiper et à gérer activement. Le choix entre les deux technologies n'est pas simplement meilleur contre pire, c'est un choix de philosophie d'utilisation. Les disques en carbone sont supérieurs dans des conditions d'utilisation extrêmes et continuent dans des plages de température très spécifiques. Les disques en acier sont supérieurs en polyvalence, durabilité et en consistance de réponse dans des conditions de température variables. Un pilote de World SBK qui subirait un long tour de voiture de sécurité avant un freinage important aurait ses freins prêts à fonctionner. Un pilote de MotoGP dans la même situation aurait besoin des premiers virages pour ramener les disques à température de fonctionnement. La technologie la plus avancée a ses propres vulnérabilités. Le coût d'une MotoGP officielle d'usine est estimé entre 2 et 3 millions d'euros par unité. C'est le prix d'une seule moto, sans compter les moteurs de rechange, les pièces aérodynamiques de développement qui sont testées et rejetées au cours de la saison, le système de télémétrie, le laboratoire d'analyse de données, le transport international de l'équipe complète ou les salaires des ingénieurs spécialisés. Une équipe d'usine comme Ducati Corse ou Repsol Honda peut gérer des budgets annuels dépassant les 150 millions d'euros, y compris toutes ses dépenses. Pour mettre cela en perspective, ce budget est comparable à celui de certaines équipes de la partie médiane basse de la grille de Formule 1. Le MotoGP, qui de l'extérieur semble être un sport de moto, gère à ses sommets des ressources économiques qui rivalisent avec la catégorie la plus chère du monde du sport automobile à 4 roues. Et il le fait parce que la technologie qu'il développe l'exige. Chaque dixième de seconde gagnée sur la piste peut coûter plusieurs millions d'euros en développement, en heures de soufflerie, en itération de conception informatique et en essais sur circuit avec des prototypes de pièces qui finissent souvent à la poubelle. Le World SBK opère dans une autre dimension économique, bien qu'il reste un sport extrêmement coûteux par rapport à toute référence en dehors du motorsport d'élite. Une équipe compétitive en World SBK peut fonctionner avec des budgets compris entre 8 et 20 millions d'euros par an, selon qu'elle bénéficie d'un soutien officiel de la part d'un constructeur ou qu'il s'agit d'une équipe satellite. Les motos elles-mêmes coûtent entre 100 000 et 200 000 euros en configuration de course, un chiffre énorme en termes absolus mais radicalement différent des millions d'une MotoGP. Cette différence économique a une conséquence directe sur le modèle économique de chaque catégorie et sur sa relation avec les fabricants. En MotoGP, les fabricants participent parce que c'est la vitrine technologique la plus exigeante du monde de la moto à deux roues.
L'avantage qu'ils en tirent n'est pas principalement commercial au sens de vendre plus de motos de route, mais de réputation technologique. Prouver qu'ils sont capables de construire la moto la plus avancée du planète. Honda, Yamaha, Ducati, KTM et Aprilia investissent dans MotoGP comme ils investissent dans la recherche et le développement, car les technologies qui y sont développées finissent par perméer vers leurs produits de production. Les systèmes de contrôle de traction qui sont aujourd'hui de série sur les motos sportives haut de gamme ont leur origine directe dans ce qui a été développé en MotoGP il y a 10 ou 15 ans. Dans le World SBK, la logique est plus directement commerciale. Lorsque Ducati remporte le championnat de World SBK avec une Panigale V4R, le concessionnaire de la ville peut mettre en avant cette victoire et vendre la moto qui a couru avec cette marque. La connexion entre le produit de compétition et le produit de consommation est directe et visible. Kawasaki a construit une partie significative de son image de marque en Europe et en Amérique du Nord sur la base des 6 titres consécutifs de Jonathan Rea, car chaque victoire renforçait la perception que la ZX-10R était la superbike la plus compétitive du marché. Ce transfert de valeur d'image est impossible à quantifier mais extrêmement réel dans le comportement d'achat du consommateur. La question qui se pose naturellement est de savoir lequel des deux modèles est le plus durable à long terme. MotoGP essaie depuis des années de réduire les coûts de développement pour rendre le championnat plus accessible aux fabricants avec moins de ressources, sans y parvenir complètement car la concurrence technologique entre les fabricants qui peuvent se permettre le maximum de dépenses reste le moteur qui définit le niveau de la catégorie. Le World SBK a l'avantage d'une base de coûts plus contrôlée, mais il fait face au problème que l'écart de performance par rapport à MotoGP reste énorme et visible, ce qui peut amener certains fans à la percevoir comme une catégorie secondaire bien que son spectacle sur piste soit souvent supérieur. Et voici la paradoxe la plus intéressante de la relation entre les deux catégories. Le World SBK peut être plus divertissant pour le spectateur précisément parce qu'il est moins cher. Avec moins de différences technologiques entre les motos, le talent du pilote pèse davantage. Avec moins d'appui aérodynamique et moins d'électronique, les erreurs sont plus fréquentes et les récupérations plus spectaculaires. Avec des pneus qui se dégradent de manière plus prononcée, la stratégie de course comporte plus de variables. Tout cela fait qu'une course de World SBK produit fréquemment plus de dépassements, plus de drames dans les derniers tours et plus de moments où le résultat est véritablement incertain jusqu'au dernier mètre. MotoGP essaie de récupérer une partie de ce spectacle avec les changements réglementaires de 2027. Moteur de 850 cc au lieu des actuels 1000 cc, aérodynamique plus restreinte, interdiction de plusieurs dispositifs mécaniques. L'objectif est de réduire l'écart technologique entre les meilleurs et les moins bons et de faire en sorte que le talent du pilote redevienne le facteur différentiel dans plus de situations de course. C'est une admission implicite que la technologie peut atteindre un point où elle commence à travailler contre le spectacle au lieu de favoriser celui-ci. Comparer MotoGP et World SBK comme s'ils étaient des versions du même sport, c'est perdre ce qu'il y a de plus intéressant dans les deux catégories. Leur philosophie différente appliquée au même objet de base. Et cette différence produit des expériences qui se complètent plutôt que de rivaliser. MotoGP est l'exploration sans limite de ce qui est possible lorsque le seul critère est d'aller plus vite. World SBK est la démonstration de ce qui est possible lorsque de plus il faut maintenir une connexion avec la réalité du produit que le fabricant vend. L'une pousse la technologie vers un territoire inconnu. L'autre maintient vivante la relation entre ce territoire et les motos qui existent en dehors des circuits. Et le plus important est qu'elles ont besoin l'une de l'autre. Les technologies que MotoGP développe aujourd'hui apparaîtront dans les superbikes de production dans 10 ans. Les pilotes formés en World SBK arrivent en MotoGP avec une base technique que le prototype ne peut pas enseigner de la même manière. L'écosystème complet de la compétition motocycliste fonctionne parce que les deux catégories existent et parce que chacune fait bien ce que l'autre ne peut pas faire. Après tout cela, laquelle choisirais-tu pour faire un seul tour à Mugello? MotoGP ou Superbike?